Gabon Sport, c'est votre magazine hebdomadaire de l'actualité sportive. Aubameyang, and he's got there in the end. Gabon Sport, c'est tous les lundis à partir de 14h sur les ondes de Radio Gabon, la référence. Le football africain aura désormais les projecteurs braqués sur le Gabon. C'est ce que je disais. Il n'a que la vitesse comme à tout. Oui, moi je crois que c'est à ce niveau qu'il doit beaucoup travailler. Gabon Sport, c'est une émission d'information, d'analyse et de débat avec des experts du monde sportif. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'avoir choisi Radio Gabon la référence. J'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de Gabon Sport, votre émission hebdomadaire. Suite de notre dossier sur les centres de formation et les écoles de football, la formation, passage obligatoire pour l'avenir du football gabonais comme partout ailleurs. La semaine passée, nous avons reçu Rigobert Nzamba, président de Nyangou Academy Club, et Léandre Ebobola, président actif du foyer de football d'animation de Libreville. Cette semaine, nous recevons pour la suite de ces débats consacrés à la formation et au centre de football Georges Goma Baranov, si je ne me trompe pas, président du Stade Migovien et de l'école de football Makaï Mangom. Bonjour, monsieur Goma. Avec lui, Jean-Claude Mbambi, responsable du centre Makaï Mangom. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à ce rendez-vous. Alors que la majorité des centres de football est concentrée dans la province de l'Estuaire, l'école de football Makaï Mangom est, elle, basée à Lambaréné avec une organisation peu commune dans le paysage national. Cette école de football est l'une des rares à posséder des installations. Nous parlerons de cet ambitieux projet dans la première partie de ce Gabon Sport. Et dans la deuxième partie de Gabon Sport, nous parlerons de formation encore, mais cette fois, il s'agira de la formation des journalistes sportifs, de la nécessité de se former dans un milieu de plus en plus concurrentiel et ouvert. Dans cette optique, à Lambaréné, les journalistes sportifs gabonais seront formés aux techniques de la profession. Eh bien, nous allons évoquer tout cela avec Pablo Moussoji Goma, officier média de la FEGAFOOT, formateur et coordinateur du séminaire de formation des journalistes sportifs. Comme pour chaque émission, je suis avec mes confrères. David Maguena, c'est mon chef de service. Bonjour David. Bonjour, merci. Avec, à côté de lui, se trouve Fabrice Guitry Mouniaki, journaliste indépendant sportif. Bonjour Fabrice. Bonjour, merci. Voilà, Gabon Sport, acte 8, nous y sommes. Bon, dans le Moyen-Ogooué, l'école de football Makaï Mangom est précurseur de par son organisation. Tout de suite, nous aimerions savoir pourquoi avoir choisi ce nom Makaï Mangom. Makaï Mangom, je vais vous dire déjà, c'est comme le père et le fils. C'est un nom, c'est un père et fils. Parce que le Ngoma, c'est le nom du père et le fils, c'est Makaya. Donc c'est en mémoire de votre père que vous avez... Je vous dis que c'est père et fils. Père et fils, Makaï Mangom. C'est qu'il y a une autre signification qui est plus profonde. On peut la voir. Qui signifie Makaya et Ngom. Et ça, c'est comme je vous l'ai dit au départ, c'est père et fils. Même Makaya a une signification, et Ngom, c'est une autre signification. C'est comme vous pouvez voir le tam-tam et la peau. Ça m'interpelle parce que... Et donc voilà un peu, si vous voulez avoir une autre signification plus profonde. On a souvent d'autres noms, très peu en langue locale. Ouais. Voilà, comment a débuté l'aventure Makaï Mangom? D'abord, avant de débuter l'aventure de Makaï Mangom, il fallait d'abord débuter par la création d'une équipe de football et puis se lancer sur Makaï Mangom. Donc, Stade Migovien avant Makaï Mangom. Makaï Mangom, voilà. La logique aurait voulu le contraire, puisque Makaï Mangom, c'est le centre pour former l'élite qui va structurer justement l'équipe Stade Migovien. Vous êtes le responsable de la formation. Cette aventure, vous avez débuté dès le début, le lancement du projet. Bien sûr. Il y a pratiquement 3 ans que ce projet était en gestation. Et il était question aussi que, par rapport à ce projet, que l'on pense à la relève, qui est très éminente au Gabon d'ailleurs, parce qu'il y a une perte de talent. Et
pour cela, il était question que l'on suive ce projet qui va aboutir, je crois, à partir de la saison prochaine. Là, on vient de comprendre. Une des ambitions, c'était justement de préparer la relève. Il y avait d'autres ambitions derrière ce projet, la création de cette école? Mais bien sûr, dans la création de l'école, il y avait d'abord un grand centre, parce que pour avoir une école de foot, il faut remplir toutes les conditions. Le jour où viendra Lambaréné, vous allez pouvoir constater que nous avons rempli toutes les conditions. Vous avez deux mini-terrains de football, vous avez un terrain d'entraînement et un terrain de compétition. Vous avez une salle vidéo de projection pour l'enseignement théorique. Et donc, à l'heure actuelle, vous avez 60 chambres où vous pouvez laisser vos enfants. Avant de parler de la structure dans les détails, est-ce que vous pouvez expliquer comment organiser votre école de football, l'organigramme, comment vous l'avez organisé? Mais comme toute école de football, il y a un responsable qui gère l'aspect technique, et il y a un responsable qui va gérer l'aspect administratif. Et derrière l'aspect technique, il y aura évidemment des entraîneurs qui vont être recrutés en fonction des catégories, qui vont suivre les U13, U15 et U17. Et ensuite, il y aura aussi, sur le plan technique, un responsable de l'encadrement des gardiens de but, hein, et un intendant et tout ce qu'il y a comme fourchette de machin. On comprend que vous êtes bien organisé. Qui dit formation, dit infrastructure. Vous avez abordé justement, vous parlez des stades. C'est justement inédit. C'est pour ça qu'on aimerait mieux comprendre, avoir les détails de vos infrastructures. Les détails en matière de terrain de football déjà, nous vous invitons à venir voir. Et comme ça, vous allez constater que nous avons un terrain qui doit être, si c'est possible, à l'heure actuelle, être homologué pour toutes les compétitions. Un grand terrain de football dans les dimensions, dans les normes. Et puis vous avez 2 mini-terrains à l'intérieur de ce même terrain et un autre terrain d'entraînement hors de cette concession. En 2019, nous étions avec notre équipe de reporters. Vous étiez en chantier pour un autre stade hors de la zone. Où en êtes-vous avec ce projet? Nous sommes dessus. Vous savez, les financements sont tellement difficiles que nous sommes passés à une période où il fallait d'abord finaliser le site où nous sommes à l'heure actuelle. Par exemple, la protection de l'aire de jeu pour les joueurs, changer les abris des joueurs et des dirigeants, des officiels. Et donc nous avons fini cette étape. Bon, je pense que cette année-ci, le sponsor pourra mettre un accent sur ce terrain-là. Il y a l'habillage du stade récemment. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? On a vu qu'il y a eu des changements, des bancs, de la peinture. Il y a eu une restauration de la structure. Oui, ça a été restauré. Je vous dis bien, il y a eu d'abord la clôture intérieure pour permettre que ce stade soit compétitif. Les bancs de touche n'étaient pas dans les normes. Et tout ça, ça a été fait. Je vous invite pour venir constater et puis vous allez voir. Quels sont les critères pour intégrer l'école de football Makaï Mangom? Bon, pour l'instant, les critères ne sont pas encore déployés en tant que tels, mais en interne, il y a d'abord les tests. Hein, mais vous savez qu'à ce niveau de la détection des jeunes, il faut avoir l'œil de scout. Déjà, il y a déjà eu une partie qui s'est déployée dans Lambaréné pour essayer de déceler dans tous les quartiers lambarénais les jeunes talents. L'âge des scouts. L'âge de scout. C'est la tranche. La tranche d'âge. C'est-à-dire que entre U13, U14 jusqu'à l'âge d'or, c'est-à-dire 15 ans. Alors, Monsieur le Président, M. Ngoma, est-ce que vous avez le sentiment que la création de cette école pourra booster le football gabonais? Et bien sûr, il faudrait seulement mettre beaucoup d'ardeur dessus. Et puis, ce qui est très cher dessus, c'est parce que nous voulons bien demander aux parents, à ceux qui ont les moyens, de s'approcher de nous, parce que les gosses, ils sont suivis, ils sont transportés, ils vont faire sport-études. Non seulement ils auront des heures pour aller au collège et revenir, ils seront suivis le matin et il y aura le petit déjeuner, à midi quand ils arrivent le déjeuner, le soir le dîner. Mais entre-temps, ils seront suivis dans tous les domaines. Venez visiter nos installations, vous verrez que beaucoup de parents seront très contents d'envoyer leurs enfants étudier dans la province du Moyen-Ogooué.
nous entrons dans les détails justement de l'offre de votre école. Est-ce que l'école est opérationnelle? Combien d'enfants vous avez déjà actuellement? Les différentes catégories? Pour l'instant, déjà, lors du tournoi dernier, il y a déjà eu une vingtaine de U13 et une quinzaine de U15, U17. Et hier, dans le championnat local, ils sont tous sortis champions de leur catégorie. On va encore s'appuyer sur eux et en essayer encore de déceler d'autres talents pour en faire un vivier. Uniquement dans la province? Dans la province pour l'instant. Dans la province. Voilà, oui, Guitry. Oui, en fait, moi, je me m'adresse également à M. Jean Bamy, donc le responsable. Tout à l'heure, vous avez parlé sur les tests. D'accord, donc j'aimerais d'abord que vous nous dites un peu sur la capacité d'accueil que vous en avez. Vous êtes capable d'accueillir combien d'enfants par an, mais également, quand on parle du test, est-ce que vous trouvez que faire le test, par exemple, pour un gosse par exemple, de 8 ans, de 7 ans, 6 ans, alors que peut-être que c'est un génie, à partir d'un test, est-ce que vous pouvez pas rater aussi? Chez les jeunes, il n'y a pas de test. Je suis désolé, il n'y a pas de test chez les jeunes. On détecte le talent. Voilà, d'où je parle de l'œil de scout. On détecte le talent. Ok. Maintenant, ce talent, c'est une pépite que vous devez tailler. Au fur et à mesure qu'il grandira, vous le taillez pour le rendre brillant. Ouais. Donc, ça veut dire que si cette pépite-là, vous la découvrez à l'âge de 8 ans, mais prenez du temps pour le tailler. Donc, il n'y a pas un test en tant que tel pour les jeunes. La détection, vous détectez. Si vous n'avez pas l'œil de scout, vous ne pouvez pas découvrir que ce joueur a du talent et ensuite se mettre au service de ce joueur pour l'élever. Monsieur le Président, vous avez parlé d'école sport-études. Sous quel régime va fonctionner l'école? Vous avez un internat. Est-ce que les enfants seront formés en externe ou bien seront pensionnaires? Aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que déjà, il faut beaucoup de moyens pour envoyer un gosse au centre de formation Makaï Mangom pour qu'il soit à l'internat, parce que ça coûte très cher à l'internat. Aujourd'hui, il faut dire que le 3/4 des centres de formation, c'est des jeunes qui viennent, qui ne sont pas gardés dans le centre. Ils sont externes. Or, aujourd'hui, ce qui serait souhaitable, c'est d'avoir un groupe d'hommes pendant 2 ans, des jeunes qui sont internes, qui suivent à tout moment et qui sont encadrés par des formateurs. Donc, vous êtes dans cette ambition d'avoir des pensionnaires. Comment vous pensez organiser tout cela? Avec la difficulté, on connaît un peu les peurs, le pessimisme, je veux dire, les peurs des parents. Comment vous pensez organiser tout cela? Mais je crois que tout dépend des moyens qui vont être dégagés, c'est-à-dire du sponsor dont le président a fait état. Et ensuite, l'environnement, d'abord, il est important parce que si un jeune vient dans un environnement qui n'est pas sain, il ne peut pas avoir le courage de pouvoir s'y intégrer. Déjà, l'environnement est déjà là. Hein? Maintenant, il faut se donner les moyens, au fur et à mesure, expliquer et faire un tout petit peu des promotions. Essayer de promouvoir le centre en expliquant tout petit peu le bien fondé de ce centre-là, pour attirer un peu plus de personnes et de jeunes pour se mettre un peu, pour comprendre qu'aujourd'hui, le football de base est très important et qu'il faudrait encourager les joueurs, plutôt les jeunes, à s'y mettre. Je pense que avec avec ce message-là, on va convaincre certaines personnes à pouvoir mettre leurs gosses au centre. Oui, David. À l'internat. Alors, Monsieur le Président, vous avez consenti d'importants investissements avec du matériel de pointe, des équipements de dernière génération. C'est bien tout cela. Parlez-nous un peu de la formation des formateurs. Alors, la formation des formateurs, on est dessus. C'est qu'aujourd'hui, déjà avec Jean-Claude, on travaille dessus. Vous savez combien d'années il est avec moi? Il est avec moi depuis 2004. Alors, depuis 2004, on ne fait que mûrir nos pensées et puis permettre que nous puissions avancer. Vous êtes tout à fait d'accord que sans véritable formateur, évidemment, ce que vous faites, ça pourrait être voué à l'échec. Quel type de formation Les formateurs à la tête de ces centres de formation. Par catégorie. Moi, je suis un formateur FIFA CAF depuis 2004.
Oui, mais il y a quand même des formateurs qui sont spécialisés pour telle catégorie. Mais c'est pour ça que je suis là, parce qu'en interne, ils ont des cours pour la formation des catégories qui vont... Est-ce que vous êtes le seul formateur? Vous allez former vos formateurs. Voilà. Bien sûr. Ok, d'accord. On va parler de ce qui se fait actuellement. Au niveau des entraîneurs, je ne sais pas qui va les former. Merci, voilà, c'est un projet tout cela. On va parler de ce qui se fait actuellement. Vous avez quelques jeunes. Il y a la Covid-19 qui a fortement impacté le monde sportif avec notamment l'arrêt des compétitions. Comment vous êtes organisé pendant cette période? La question que... Je pense que oui, il faut visiter le centre Stade Mugové. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons une infirmerie et tous les jeunes, tous les matins, sont contrôlés au Covid. Vous pouvez voir, comme tout à l'heure, je vous ai présenté. Je vais vous présenter, par exemple, nous avons notre kiné tous les matins. Je vais d'abord commencer par vous. Je suis constamment fiévreuse. Non, ne bougez pas. Vous allez voir ça tout de suite. Vous êtes à 36,1. C'est raisonnable. Et si maintenant, vous êtes chez nous, que vous êtes atteint, par exemple, on constate que ce gosse-là, il est atteint d'une température très élevée, mais le médecin du club pourrait bien faire un test en 10 minutes, et puis on constate que ce gosse-là, avant de venir s'entraîner, il n'est pas atteint du Covid, ou bien il a une simple fièvre, on l'envoie à l'hôpital. Nous avons un centre qui est très équipé en matière de santé. Puisqu'on parle de santé, c'est l'une des priorités des parents avant de laisser les enfants intégrer votre école de football. Là, c'est temporaire, c'est une période, c'est à cause de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui va être fait pour garantir la santé des enfants? Comment s'organise justement ce volet santé? Mais il y a d'abord un contrôle médical, soit dans l'une des cliniques de la place, et puis au suivi, ceux qui sont internes sont suivis par un médecin qui a un logement qui surveille nuit et jour les gosses qui sont là. Venez visiter nos installations, vous allez voir que les gosses, on ne les délaisse pas comme ça, ou bien comme on crée une école de football. C'est vrai qu'on peut créer une école de football sans internat, des externes. Les gosses, ils viennent, ils repartent. Mais nous, c'est pas ça. On veut bien, ceux qui veulent vraiment envoyer leurs enfants à l'école chez nous, ils pourront éventuellement, être contents de nos installations et se croire que leurs enfants seront bien gardés. Voilà, tout de suite, on peut penser au volet éducatif. Vous avez parlé d'école sport-études. Comment ça va être organisé avec les parents? Avec les parents, comment vous organisez justement les cours, entre les cours, la formation et les entraînements, monsieur le responsable de Makai Mangom? Au niveau de la formation, il y a une adéquation études-sport. Donc forcément, à l'intérieur, il y aura un planning qui va se faire. Et ce planning, c'est en fonction des catégories. Parce que par exemple, pour les U13, ils ne peuvent pas s'entraîner toute une semaine. Ils ont par exemple 3 séances semaine pour les U13. Et quand on dépasse cette catégorie, ils ont au moins 4 séances dans la semaine. Donc à partir de ce moment-là, on va mettre en place un planning qui va être en adéquation avec leur étude et le sport et le foot. Actuellement, les jeunes qui sont, il n'y a pas de suivi scolaire? Donc pour l'instant, ils sont encore en régime externe. Et vous ne les suivez quand même pas? Mais ils sont à l'école, inscrits par le club. Est-ce que c'est possible, monsieur le formateur, puisque au-delà de la formation sportive, oui. Quelle place occupe l'éducation dans votre centre? Mais vous savez que si vous voulez être un footballeur de haut niveau, il faut avoir le minimum. Il faut avoir le minimum pour comprendre ce que explique le formateur. Le savoir et ce que vous allez l'inculquer. Si le joueur n'a pas le minimum pour comprendre ça, il ne peut pas comprendre tout ce qu'il y a comme explication dans tout ce qui est outil pédagogique. Hein, lié au sport, au football et à la formation. Donc le joueur doit avoir un minimum pour comprendre certaines choses. Si par exemple je demande à un joueur, écoute gosse, essaie de me faire appel contre appel. S'il ne sait pas lire et écrire, il ne peut pas savoir ce que ça s'appelle appel contre appel. Donc le minimum, il faut que le joueur s'imprègne en faisant et l'étude et le football comme c'était il y a 40 ans. Voilà. Je veux dire. Oui, Guitry, vous avez une question? Oui, je voulais m'adresser au président. Président, nous avons tous compris que plutôt que de se préoccuper de l'élite, vous pensez qu'il y a urgence à revenir sur la formation de base. Alors, vos objectifs sont inscrits sur quel
plan, est-ce que c'est juste pour la formation, la vente ou pour relever réellement le stade Migovien dans... Déjà, il ne faut pas penser à la formation-vente si vous n'avez pas de qualité. Vous êtes un homme d'affaires, je pense que c'est vous. Il faut d'abord, si vous aimez le foot, c'est que déjà même un supporter peut créer un club de football. Et puis préfinancer des installations pareilles. C'est qu'aujourd'hui, c'est que si vous aimez bien le foot, vous aimez bien voir les meilleurs joueurs, c'est que vous cherchez des entraîneurs et puis des qualités. Ceux qui voudront venir au stade Migovin, ils sont bien placés pour venir apporter leur contribution au développement de ce sport. Et puis faire en sorte que cette progéniture puisse... Vous savez, il faudrait leur donner une chance à tous. Il y en a qui ne croient pas qu'ils peuvent avoir... L'essentiel, c'est de supporter le temps qu'ils peuvent avoir une formation. Mais la formation ne dure pas 2 mois, d'1 an ou 2 ans. La formation, il faut rester dans un club au moins pendant 3-4 ans. C'est ce qui manque à beaucoup de jeunes. Si ces jeunes-là pouvaient rester dans un club pendant 3-4 ans, à supporter, à attendre, parce qu'ils ont toujours parfois la main tendue, vous ne le voyez même plus, il disparaît. Il oublie même que c'est en se formant, s'il a une qualité tout de suite. Aujourd'hui, nous pensons que toute la progéniture, même si le jeune il est tellement brillant, talentueux, en D3, nous n'allons pas tout de suite le jeter en D1 pour permettre qu'il aille là-bas, mais il ne pourra pas avancer. Il ne pourra pas avancer, retrouvant tous des internationaux qui sont là-bas, qui jouent déjà la D1 depuis 5-10 ans, et lui, il sort de la D3, mais il n'a pas la chance de s'épanouir. Donc un joueur comme ça, il faut le garder au moins 3-4 ans en D3 et voir la qualité du jeu, être champion de sa catégorie, jouer dans les catégories U15, U17, à l'équipe nationale, déjà, ce serait une bonne chose. Donc c'est ça l'objectif de votre école de football Mankaï Mangom, d'ici 3 ans, retrouver ces jeunes, intégrer les catégories des équipes nationales? Mais bien sûr, c'est mon projet, ça. Tout à l'heure, Nancy insistait sur la relation parent, donc avec l'éducation. Nous savons que vous pouvez avoir 600 gosses chez vous. Les 600 ne deviendront pas des footballeurs à l'avenir. Quel est le discours que vous leur donnez pour qu'ils puissent avoir vraiment la notion de l'école? D'abord, quand on regroupe des jeunes, ils sont des milliers. Et parmi ces milliers, si vous n'avez pas l'œil de scout, vous ne pouvez pas savoir que tel a du talent, tel a du talent, tel a du talent. Et parmi l'œil de scout, parmi ces talents, vous n'allez pas avoir tout le monde. Mais là, il faut expliquer aussi aux gosses que bon, la prochaine fois, ça peut marcher. La prochaine fois, tu reviens et puis on va voir si ça va progresser ou pas. Mais continue à travailler là où tu iras pour revenir au prochain stage, par exemple. Je voulais revenir sur ce que le président disait tout à l'heure, sur l'aspect technique. Sur la progression du joueur. Il y a un cycle de préparation au niveau de la formation. Si vous prenez un gosse de 13, il faut au moins 3 ou 4 ans de formation, parce que les modules de formation ne sont pas les mêmes que celui qui a U15. Quand il a U15, il est à l'âge d'or. L'âge d'or, il est en période de puberté. Il commence par à la puberté. Et c'est à partir du moment que le gosse commence par comprendre, à savoir quel est le poste qui est le sien actuellement. Parce que au plus bas, le gosse ne connaît pas encore à quel poste il va jouer. Mais dès qu'il a franchi cet âge d'or, où il va à la puberté, c'est un autre pan, c'est un autre module de formation. Et quand on franchit ce pan-là, on revient maintenant au U17. À partir de U17, là, on revient dans la pré-formation. Sinon, la formation, c'est possible, jusqu'à ce qu'il y ait post-formation. Vous voyez que c'est beaucoup d'étapes. Il faut se donner 4 ans ou 5 ans pour arriver à produire des joueurs pour l'équipe A ou pour l'équipe d'élite locale. Vous voyez, non? Donc, c'est tout un cycle. Donc, il faut être patient et respecter les cycles de formation. Voilà, c'est un peu ça notre cheval de bataille. Voilà, Rigobert Nzamba, qui est formateur comme vous et président de Niango Academy, fait le choix de ne pas laisser ses enfants compétir. Qu'est-ce que vous préconisez? Pas de compétition officielle, il organise des matchs de temps en temps pour les jeunes. Ça fait partie de sa cuisine interne. Logiquement, vous ne pouvez pas... Qu'est-ce qui est exigé au Gabon? Sur la plus jeune des catégories. Mais qu'est-ce qui est exigé au Gabon? On doit avoir un championnat de toutes les catégories. Dans le cahier de charges de la fédération, il faut avoir toutes les catégories. Mais ces gosses-là, ils ne peuvent pas s'entraîner sans compétir. Il faut qu'ils compétissent. Et pouvoir leur marge de progression. Et puis franchir des paliers, c'est-à-dire que partir de minime en cadet, mais il faut une compétition. Je suis désolé, il faut une compétition. Sans compétition, comment allez-vous savoir que le joueur a évolué, a franchi un palier? Comment le joueur aura confiance en lui-même si en face il n'a pas... Je vous disais qu'il organise des matchs, mais en
en l'absence de compétition justement des plus petites catégories, c'est difficile d'organiser, de jouer tout le temps. Donc il fait le choix de collaborer avec d'autres écoles de foot et disputer des matchs pour évaluer ces jeunes. Mais je pense quand même qu'il appartient cette académie appartient à une ligue. Elle a affilié à une ligue. La nôtre, elle a affilié à la ligue du Moyen-Ogooué. Et nos jeunes jouent dans le championnat de leur catégorie. Jusqu'au poussin. Bien sûr. Nancy, oui, j'aimerais demander aussi au président également. Président, nous savons qu'en matière de football, on est capable d'enregistrer toutes sortes d'ambiguïtés à l'intérieur. Est-ce que pour ce qui concerne les trafics d'âge, il y a des garde-fous que vous avez mis réellement à l'intérieur? Parce qu'on sait que parfois, lorsqu'il y a des accidents, il y a des maladies, il faut l'âge réel pour adapter un soin. Bien sûr, quand le gosse il arrive, il a une pièce d'identité. Hein. Déjà, quand il vient de passer les tests, il doit amener son acte de naissance. Il ne peut pas venir s'entraîner comme ça sans une pièce d'identité. Et on contrôle après avec le temps pour savoir si c'est vraiment réel son âge réel. Voilà. Je peux? Oui, vous pouvez. Par rapport à cela, c'est un problème sérieux dans notre pays. Pas seulement, c'est un problème épineux dans notre pays, la triche. Et ça, je me rappelle que lors de notre dernier tournoi, il y a 2 ans à Lambaréné, c'était un tournoi de la triche, où les gens ont falsifié les âges, ont amené des catégories au-dessus de ce qui était demandé. Ouais. Si ce problème-là n'est pas réglé au Gabon, on ne va pas avancer. Hein. Monsieur le formateur, est-ce que cette question que vous posez sur la tricherie des âges, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que les encadreurs, les responsables de ces ce sont les premiers responsables. Ce sont les premiers responsables. Nous, les encadreurs, sommes les premiers responsables de ça. Et à partir de là, si on triche déjà en falsifiant l'âge d'un enfant, ça veut dire que la formation est faussée. Mais elle est complètement faussée. Donc si vous n'êtes pas rigoureux à ce niveau-là, mais vous n'allez pas atteindre votre objectif. Je suis désolé. Je ne vais pas citer de nom ici. Mais je sais qu'il y a eu un joueur qui avait triché l'âge quelque part. Et quand on regarde le cycle de progression, et quand tu vas à U15 en Europe, tu dis, mais tu as 15 ans, alors que tu en as 20, et tu bosses 4 ans. Et après, quand tu en as 20, après, on dit, mais tu passes en junior, tu fais encore 4 ans. Et quand tu passes en post-formation pour devenir stagiaire, tu passes encore 4 ans. 4 fois 4, 16, plus combien qu'il a avalé. Et comment faire pour pallier ce problème? Il y a, normalement, je crois que je vais discuter en interne avec le président, il y a sur le plan scientifique, il y a des outils pour déceler si le joueur est âgé ou pas. L'IREM? Ça, par exemple. C'est pas toujours fiable. Bon. Et puis aussi, il y a aussi des outils techniques. À travers un travail physique, vous pouvez déceler si le joueur est vieux ou pas. Il y a des joueurs précoces. Déjà, non, ça c'est au niveau de la croissance. Oui, c'est la précocité au niveau de la croissance. Oui. Ok. D'accord. Ça c'est au stade du développement du joueur. Oui. D'accord. Ça c'est quand il parle de l'âge de la puberté c'est normal. Ok. Mais sur le plan de la triche, un joueur qui a 20 ans et un joueur qui a 15 ans, ils n'ont pas la même récupération. À travers un travail, vous allez décider que ce joueur est vieux. Voilà, une courte pause et on continue cet échange avec nos invités. Georges Goma Baranov, président de l'école de football Makaï Mangom, et Jean-Claude Bambi, responsable de la formation. En 2019, à la fin du championnat national U15 qui s'était organisé à Lambaréné, il y avait un projet d'ouverture d'un centre de formation par la FEGAFoot. Où en êtes-vous avec ce projet, puisque vous étiez en collaboration? Vos installations devaient être utilisées dans l'optique d'ouvrir un centre de formation. Je pense que le projet est toujours. Et donc, compte tenu de la période que nous courons actuelle du Covid, je pense que tout a été suspendu. Je pense que le président tient à cœur ce projet. Pourquoi le président avait choisi votre centre? C'est parce que le centre, il a des installations adéquates pour permettre de recevoir cette progéniture. Alors, M. Ngoma, quels sont vos rapports avec les autres promoteurs des écoles ou les centres de formation? On se respecte, on se dit bonjour. Moi, je dis bonjour à tout le monde. C'est que, franchement, quand ils viennent à Lambaréné, ils sont les bienvenus.
Quand il parle de relations, est-ce que vous avez oui, bon, vous collaborez? Est-ce que l'entraide? Vous échangez? C'est pas très souvent. Bon, moi je peux dire. Vous n'êtes pas très ouvert? Je suis très ouvert puisque j'apporte parfois mon soutien à certains clubs. J'arrive à offrir des petits dons, des ballons ou bien du matériel. Oui, Guitry. Monsieur Jean-Claude Mimé, oui, on peut dire qu'aujourd'hui, au niveau du centre de formation, sur l'équipementier, les ballons, est-ce qu'ils sont à tous les âges? Ça, c'est indéniable. Vous ne pouvez pas faire de la formation sans avoir des outils liés à la catégorie. Il y a des ballons de 4 sizes, c'est pour les petits, les minimes. Il y a des ballons de 5 sizes, ainsi de suite. Oui, parce que nous voyons des écoles qui utilisent les ballons des seniors. Ça encore, c'est pour tuer la croissance du joueur dans son évolution. On donne le ballon qui sied à l'âge du joueur, à la catégorie. Un gars de 13 ans ne peut pas jouer avec un ballon qui pèse 400 grammes et plus. Je suis désolé. Monsieur Bambi, j'avais posé cette question à nos précédents invités il y a quelques jours. Quelle est la différence entre un formateur et un entraîneur? La différence entre le formateur et l'entraîneur. L'entraîneur, c'est celui qui est au quotidien avec le joueur, qui transmet au quotidien au joueur les connaissances techniques, tactiques et physiques pour au bout finir par une compétition, si possible. Okay? Le formateur englobe tout. Il s'occupe de la formation. Il s'occupe du planning de l'entraînement, Il conçoit les programmes de travail. C'est toute une fourchette, voyez, non? Et aussi, il s'occupe de la formation en interne du club et aussi essayer aussi d'aller replanter le club en externe pour pouvoir voir s'il y a des nouvelles méthodes d'entraînement, ainsi de suite, et puis avoir aussi une vision externe, c'est-à-dire être aussi en collaboration avec d'autres formateurs pour pouvoir voir à quel niveau évolue le football pour essayer de le ramener et le transmettre à d'autres formateurs en interne. Vous avez beaucoup de catégories actuellement. Vous avez combien de formateurs formés avec licence ou bien vous faites tout le travail seul puisque vous êtes vous qualifié pour la formation? Mais là, je vais. Ce n'est pas encore fait. Je vais former. Il y en a qui sont déjà là-bas, que je vais apporter encore une plus-value. Et d'autres que l'on va recruter en interne encore. Maintenant, celui qui est outillé, bon, vous savez que celui qui a une licence, ne peut qu'entraîner comment on appelle ça, les minimes. Ok? Celui qui a une licence B ne peut que prendre ceux qui sont en junior. Ok? Parce que le module de cours de la licence C n'est pas le même que celui du module de cours de la licence B. Ok? Et il peut être aussi au niveau de l'équipe réserve, si possible. Ok? Parce que les outils sont pratiquement les mêmes par rapport à l'élite. D'accord. Okay, voilà. Mais vous, Mbambi, Jean-Claude, je sais que vous avez roulé votre bosse un peu partout dans les équipes du championnat national gabonais. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre diplôme de formateur? Mon diplôme de formateur, je l'ai eu en 2004 en Afrique du Sud, devant 38 pays. Et pour la petite histoire, j'étais entraîneur de CMS en 2004. Et en 2004, j'avais été nommé entraîneur national féminin. D'abord que je n'ai même pas exercé parce que le pays avait déclaré forfait à l'époque de Placide Ngazas. Et cette nomination m'avait valu d'être invité en Afrique du Sud au premier stage Futuro, FIFA CAF, formation de formateurs. Ok? Je devais partir ce jour-là avec M. Dacosta. Malheureusement, le billet de M. Dacosta devait être payé par la FIFA, par la fédération, et mon billet avait été payé par la FIFA. Donc, la fédération, les caisses à l'époque étaient vides. Donc, M. Dacosta n'a pas pu effectuer le voyage avec moi. Je suis parti seul en Afrique du Sud, devant 38 pays, aller faire ce cours. Et ce cours-là, il était évalué et puis j'ai eu ma moyenne, j'ai eu mon diplôme. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de solliciter l'appui de la direction technique nationale?
pour initier des formations. C'est cela. Bon, je suis en direct avec monsieur Rigobert Zamba. D'ailleurs, monsieur Rigobert Zamba m'avait déjà proposé des postes, hein, quelque part. Mais à cette époque-là, je travaillais, j'étais dans une compagnie privée. Je ne pouvais pas être libre en tant que tel. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre depuis que j'ai pris ma petite pension. Je suis libre de tout engagement. Donc, je ne peux pas m'engager à aller être quelque part une 2 semaines pour animer un stage et puis perdre mon emploi. Donc, j'ai d'abord préféré privilégier mon emploi. Et ensuite, maintenant, aujourd'hui, je me consacre à mon second métier d'entraîneur. Voilà. Oui, Guitry. Oui, on va revenir encore vers le président. Quand on sait qu'aujourd'hui également, quand on met un centre de formation, c'est qu'il faut penser à tout, surtout le volet alimentation, parce que vous savez que parfois les enfants au quartier, ils vont manger aussi n'importe quoi. Est-ce qu'il y a aussi un discours là-dedans pour les enfants que vous avez déjà? Ils ont un restaurant. Non, très grand oui, restaurant. parce que naturellement, quand ils partent encore à la maison, est-ce qu'il y a quand même ce suivi? Non, mais ça dépend. Des professionnels. Les externes viennent juste pour recevoir les cours de foot qu'ils doivent recevoir. C'est que s'ils sont maintenant casernés chez nous, mais c'est le kiné qui s'occupe de la restauration, c'est pas n'importe qui. Voilà, une dernière question avant de nous quitter. On rappelle que l'école Makai Mangom a été créée en 2017. 3 années aujourd'hui sont passées. La question s'adresse à nos 2 invités. Est-ce que vous pensez être proche déjà de vos premiers objectifs dans une échelle de 1 à 10? Vous vous situez où depuis la création de votre école, Monsieur le Président? Bon, je peux vous dire que tout à l'heure j'ai reçu la même question parce que parlant de l'ouverture avec la Fédération gabonaise de football, je vous ai dit si, parce que 2017 et 2018, et 2018-2019, ça fait 1 an. Aujourd'hui, avec 2019-2020, je pense que déjà la formation que nous avons mis en place il y a 2 ans avec les tout petits, avec Jean-Claude, les résultats sont là. C'est que dans peu de temps, on peut prétendre être à une catégorie supérieure aux années antérieures. On peut prétendre faire en sorte que en 2021-2022, avoir une catégorie supérieure qui pourra représenter 2 ou 3 joueurs qui pourront jouer dans l'équipe nationale. C'est déjà l'essentiel, c'est ça de compétir, trouver des jeunes qui peuvent compétir l'équipe nationale et puis une autre équipe première. Voilà, depuis l'ouverture, vous vous situez-vous par rapport à vos objectifs en tant que formateur? Moi, je pense qu'il faut être, en tant que formateur, il faut être patient. La formation ne paye pas du coup. Il faut être patient. Et dans cette patience-là, vous allez avoir le gain de tout le travail que vous avez fourni. Et je suis optimiste pour l'avenir par rapport à ce projet. Je sais aussi qu'avec l'apport technique, hein, par rapport à votre question, président, l'apport technique, pour essayer aussi d'apporter la direction technique nationale, on peut éventuellement aussi faire progresser des encadreurs en interne. Monsieur le Président, est-ce que vous recevez de la part de la Fédération gabonaise de football un soutien? Parce que vous faites de la formation et on sait que le cahier des charges concernant un peu la Ligue nationale de football, le cahier des charges exigeait à ce que les clubs de football aient des petites catégories. Est-ce que vous recevez une subvention? Pour le moment, nous n'avons pas encore reçu de subvention. C'est pourquoi ça retarde un peu. Si on aurait reçu une subvention, on aurait mis en place cette subvention pour permettre que certains élèves soient intégrés au centre. Vraiment, si on aurait reçu une subvention l'année dernière, ou bien comme on l'avait promis, et on aurait dû garder des joueurs internes, au moins une 30aine. C'était prévu pour faire en sorte que pendant 2 ans, ces jeunes sortent-là, les U15, et puis 2 ans après, on pouvait avoir une catégorie U17 et on devait avoir 60 jeunes qui sortaient du centre de formation Makai Mangom. Voilà un dernier mot avant de nous quitter pour parler de votre vision, peut-être partager avec d'autres, encourager d'autres à... Aujourd'hui, ce qu'il faut dire honnêtement, c'est que externe, c'est bien beau. Les jeunes peuvent venir, mais ne peuvent pas participer. Beaucoup de parents n'ont pas de possibilité. Si l'État pouvait mettre
un peu de moyens, visiter les centres de formation. Si vous voulez aujourd'hui avoir des grands joueurs, il faut d'abord la formation. Et que ces formateurs soient suivis par la Fédération gabonaise de football. Si ces jeunes-là sont suivis par des formateurs, pendant 4 ans, c'est susceptible, dans un centre comme le nôtre, moi je souhaiterais que certains dirigeants viennent visiter notre centre pour voir un peu à quel point on peut éventuellement arriver à progresser dans le football national. Bien, nous en savons un peu plus sur l'école de football Malkai Mangom, comme d'autres écoles, et où sont l'initiative est encouragée à l'heure où le football local va de mal en pis. La formation constitue l'élément de base pour former l'élite de demain. Intéressons-nous toujours à la formation, celle des journalistes. C'est l'objet de notre deuxième partie de Gabon Sport de ce lundi. Pour cette deuxième partie de Gabon Sport consacrée à la formation des journalistes sportifs, nous avons comme annoncé le journaliste et officier média de la FEGAFOOT, Pablo Boussodigoma. Bonjour Pablo. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce studio. Je suis toujours accompagné de mes confrères David Magena et Guitry Mouniaki. On parle de l'importance de la formation du journaliste sportif. C'est un milieu ouvert, la presse sportive, j'ai envie de dire. Et d'aucuns veulent réduire la formation à une simple formalité parce que c'est un métier qui fait appel justement à plusieurs qualités qui peuvent être innées. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, pas du tout. Pas du tout. J'estime que le journalisme, c'est être ouvert. Il faut avoir des aptitudes. Il y a des gens qui ont des qualités, c'est vrai, naturelles. Mais je pense que le bon journaliste, c'est celui qui sait ce qu'il ne faut pas dire. Parce que tout peut se dire. Donc il est important d'intégrer un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments. Le droit de la presse, ça se fait à l'école de journalisme, la sociologie des médias, la géopolitique, la géostratégie. Ce sont le droit des médias, toutes ces choses. Le droit des médias, bon, je pense que ce sont des cours qui n'ont rien à voir avec la pratique. On peut faire du journalisme très bien, avec le talent, mais à un moment donné, il y a les limites. Donc il faut savoir, quand on parle de diffamation, il faut savoir, quand on parle d'un certain nombre de concepts dans la responsabilité en cascade en droit de la presse, à un moment donné, il faut qu'on sache de quoi on parle. Donc le talent, oui, mais c'est important de savoir que si je veux faire prévaloir mon droit, il faut bien qu'un journaliste professionnel puisse avoir les facultés de se défendre, où qu'il soit. Donc ce n'est pas toujours donné. Ce n'est pas interdit, puisque moi j'ai étudié en Europe, j'ai vu des professeurs en école de journalisme qui n'ont pas de diplôme, mais ils ont une forte expérience. À l'école de journalisme, ce sont les professionnels qui enseignent d'autres professionnels. Donc, il ne faut pas oublier aussi, à côté, certaines matières comme la sociologie des médias qui vous permet d'avoir une vision plus vaste, ou bien le droit de la presse. Voilà. Voilà, il faut se former, on doit comprendre. Pas forcément la formation classique, c'est-à-dire entrer dans une école de journalisme. Oui, justement, on ne peut pas passer le temps à dire au club, parce que nous, les journalistes, on parle beaucoup. On dit au club, on parle de formation sans pourtant que nous-mêmes, nous nous formions. Je parle de la formation tous azimuts. La formation, c'est pas seulement ce qui est diplômante. Une formation, c'est un renforcement des capacités. Moi, j'ai eu la possibilité de faire des formations avant que je ne sois diplômé, à Dakar, un peu partout. J'étais très gourmand de formation parce que j'estime que ce métier, on est perfectible. On est perfectible, ce n'est pas acquis. Justement, parlons de ce séminaire de formation des journalistes sportifs, retour aux fondamentaux. Qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière ce thème? Oui, parce qu'il y a une exigence de qualité. Je pense qu'il faut être rigoureux professionnellement. Notre notoriété en dépend, la respectabilité vis-à-vis de nos sources, vis-à-vis des acteurs du sport en général, et le football en particulier. Si M. Ngoma doit vous prendre au sérieux, il faut que vous fassiez preuve de beaucoup de sérieux au plan professionnel. Je pense qu'il y a une prolifération de médias en ligne. N'importe qui peut créer un média, mais il faut un minimum de qualité. Et nous avons constaté, au-delà du fait que le journaliste sportif, c'est une spécialité, mais on parle d'abord de journalisme, des questions de hiérarchisation. On n'ira pas chercher ça dans la règle du handball, le marché au handball, ou la règle de 24 secondes au basketball. Non, il faut d'abord maîtriser le journalisme avant d'intégrer les 17 lois du football par exemple. Je pense que voilà pourquoi nous parlons de retour
aux fondamentaux, l'écriture journalistique. Pourquoi on parle d'écriture journalistique? L'écriture, d'accord, on parle d'écriture journalistique, donc il y a une spécificité. Il est important que nous revenions justement à ces fondamentaux. Ce n'est pas l'orthographe, ce serait l'enquête. On parle de reportage, le reportage montre, mais l'enquête démontre. Mais comment on fait une enquête? Il faut combien de signes en presse écrite? Donc, ce sont des outils qu'il faut transmettre. On commente un match de football, d'accord, on peut commenter un match. Commenter un match à la radio, c'est pas commenter un match à la télévision. Le rôle du consultant, ce sont des choses qu'on apprend aujourd'hui. Un mot sur l'organisation, c'est que vous ne pouvez pas aborder tout cela. Oui, un mot sur l'organisation. Mais c'est un plateau très consistant parce que nous avons pour la télévision Paul Mbalinga Matchendi, qui a été quand même directeur général de la télévision gabonaise, un journaliste émérite, qui a été au Canada, qui a été en France, un peu partout. On a M. Lamba, qui a été Africa numéro 1, pour parler de la radio. Paul Mbalinga parlera de la télévision. Vous savez qu'il a formé un certain nombre de grands journalistes dans ce pays. Et la presse écrite, c'est Abel Mimongo, qui a été chef de service des sports à l'Union. Et il y aura également Raphaël Nzamba qui va parler de la tactique. Parce que nous pensons que quand un journaliste parle de tactique, il y a une sorte d'imposture. Ça, c'est un point de vue personnel. Quand on n'a pas les éléments, il faut être modeste, il faut avoir l'humilité d'aller se renseigner chez les entraîneurs. C'est bien de dire que les Panthères jouent en 4-3-3, mais il faut savoir comment ça s'anime. 4-4-2, il faut savoir comment ça s'anime. C'est bien de critiquer un entraîneur, mais il faut avoir les outils pour le critiquer. Sinon, c'est plus facile d'avoir le privilège d'être devant un micro, dire ce qu'on veut quand on retransmet un match de football. J'interpelle beaucoup les confrères à beaucoup d'humilité. Moi, quand je prépare un match, je vais chez les entraîneurs, je demande toujours avec quel schéma. Donc, quand je le dis à l'antenne, mais c'est avec beaucoup d'assurance. Parce qu'il m'aura dit au départ que je joue en 4-4-2, même si ça change, mais il m'a prévenu. Donc je ne suis pas un génie. Je vais me renseigner avec beaucoup d'humilité. Et ce sont des éléments qu'on donne aux téléspectateurs qui sont aujourd'hui exigeants. N'oubliez pas que nous sommes soumis à une sorte de dictature des médias internationaux. Donc, il y a une certaine exigence également du public. Ça veut dire que nous sommes obligés de nous former, parce que hier, la télévision nationale était la seule. On était comme soumis à Grand Sport, ou bien Vidéo Sport à l'époque sur la 2, ou bien le journal de sport sur la 1, mais aujourd'hui ce n'est plus la même chose. On va vous parler des autres médias internationaux, même si on n'a pas les mêmes conditions de travail. C'est une concurrence que j'appelle un peu déloyale. On n'a pas les mêmes conditions, mais les règles restent les mêmes. Voilà, universelles. Vous avez une question, David? Oui, alors, monsieur Pablo Moussou-Djungoma, la dernière formation des journalistes remonte en 2017, à la CAN 2017. Pourquoi c'est maintenant? Puisque on a souvent l'habitude de former les journalistes pendant des grands événements. On l'a vu à la CAN 2012. Mais j'avais initié en son temps des formations au niveau de la Tropicale, lorsque je m'occupais de médias. Et chaque édition de la Tropicale, il y a une formation en prélude à l'événement. Donc, à un moment donné, nous avons pensé que la Covid-19 pouvait nous permettre effectivement, surtout avec la saison qui va s'ouvrir avec les Panthères en novembre, la double confrontation face à la Gambie. Il y a également le championnat national qui est en vue. Il y a le multi-foot que vous allez lancer. Il faut effectivement que les journalistes puissent être aguerris, puissent être formés pour affronter ces événements. Donc, c'est maintenant, parce qu'il y a des événements qui arrivent, parce que nous avons une période, parce que la Fédération gabonaise de football a accepté de financer cette formation. Là aussi, c'est important. Pablo Moussou-Djungoma, aujourd'hui, quand même, on regarde que la presse gabonaise, vraiment, elle est trempée dans beaucoup de dérives. Et aujourd'hui, le journalisme sportif en paye le prix. Je ne sais pas si dans la formation, il y aura aussi ce pan de... J'ai envie de dire, Nancy. Sur la déontologie. Sur la déontologie, sur l'éthique, mais également sur la spécialisation. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, moi, je me suis mis dans le sport, mais vous n'allez jamais me voir faire un article en karaté ou en boxe, parce que je ne maîtrise pas vraiment. Donc est-ce que ce n'est pas aussi ça aussi qui entraîne un peu, parfois, toutes ces dérives dans la profession? Ça a été mon combat lorsque j'étais chef de service des sports, en 2003 à la 2e chaîne, en 2007 à la 1re chaîne. J'ai toujours prôné pour la formation, la spécialisation. J'estime qu'un journaliste doit être un expert dans sa discipline. Je crois que Nancy, à l'époque, je lui ai dit que tu feras le handball. Et elle a été légitime dans ce milieu du handball. Et pourtant, elle venait encore de Dakar au Sénégal, où je l'ai envoyée au championnat
championnat du monde du handball à Mar del Plata en Argentine, faire ce championnat du monde en direct. Moi-même, j'étais au commentaire, il était à la main courante. C'était une façon... Je suis un cas d'école et c'est très drôle de vous entendre dire. Justement, c'était une façon pour que ces gens qui nous regardent puissent accepter d'abord le journalisme. C'est un milieu. Lorsque vous allez dans le milieu du handball, il faut que vous soyez légitime. Il faut que vous parliez le même langage. Les entraîneurs, M. Mbambi qui était ici, vous n'allez pas dire que votre connaissance de journaliste dépasse sa formation. Non. Donc l'humilité doit nous permettre d'aller chez M. Mbambi, aller apprendre. Quand vous apprenez chez lui, il vous donne certains outils. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas la rigueur personnelle. La rigueur, c'est un état d'esprit, ce n'est pas le diplôme. On peut avoir tous les diplômes du monde, mais si vous n'êtes pas professionnellement rigoureux, mais ça c'est un état d'esprit, c'est individuel. Donc, je pense que les questions d'éthique et de déontologie seront traitées par les formateurs, mais ce qui est important, c'est que nous sommes d'abord journalistes. Moi, je suis d'abord journaliste, avant d'être journaliste sportif. Lorsqu'on parle des questions de hiérarchisation, mais c'est d'abord le journalisme. Vous préparez le magazine des sports, il faut hiérarchiser, il faut choisir la une. Mais c'est le journalisme d'abord. Donc, à ce niveau, j'interpelle les confrères de se spécialiser dans les différentes disciplines. Moi, j'étais chef de service des sports, mais on ne m'a jamais vu aller couvrir un match de golf, aller couvrir le tennis. Je n'ai jamais voyagé avec le karaté, le handball, les arts martiaux. Non, le handball si, parce que je connais le handball, tout comme la boxe et le football. Je connais bien 3 disciplines. Donc, voilà. Il faut être humble d'abord. Voilà, la formation va se dérouler pendant 5 jours, donc du 8 au 13. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails? Pas sur le contenu, mais sur le déroulement. Oui, nous voulons faire... En fait, il y a trop de formateurs. On aura des montages vidéo, initiation en montage vidéo avec Adobe Premiere. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les télévisions, même en Europe, optent pour le GRI, le journaliste, le reporter d'image. C'est une sorte d'autonomie pour permettre aux télévisions de minimiser les coûts. Donc il est important qu'un journaliste puisse monter son élément, mettre du commentaire, envoyer au desk. Ça, ce sont les fondamentaux. Donc aujourd'hui, nous avons initié ce module. On va parler également d'arbitrage, les lois du jeu. On va parler de la médecine sportive. La Fédération gabonaise de football a consenti nous donner 3 experts dans l'arbitrage, dans la médecine sportive et dans l'entraînement, c'est-à-dire le directeur technique national va effectuer les déplacements et peut-être qu'il aura l'occasion de former également les techniciens locaux. On essaye de mettre à profit cette aventure de Lambaréné pour permettre effectivement aux gens de comprendre que le football c'est partout. C'est partout dans le Gabon, c'est partout dans le monde. Donc, au niveau de ces formations, nous allons faire, si moi je viens faire le journaliste sportif pendant 2 heures, quelqu'un d'autre vient faire l'arbitrage pendant 2 heures, ainsi de suite. On ne fera pas, on fait le journaliste sportif une journée. Non, c'est pas possible parce qu'il y a 8 experts. Donc, à ce niveau, on est obligé d'aérer la formation. Oui, Guito, une dernière question. Oui, Pablo, il y a quand même cette actualité sur toujours le domaine du journalisme. Il y a quelqu'un qui m'a posé une fois la question de savoir, ok, mais qu'est-ce que tu appelles l'info à 3 voix? Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même que dans le journalisme sportif, il faut quand même relever ce défi. Il y a des gens qui courent parce qu'ils veulent publier, mais ne connaissent pas la nécessité de ce qu'on appelle l'enquête. Donc, enquêter, voilà, avoir au moins 3 personnes qui confirment la source et publier. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les prenants, donc les participants, auront la possibilité d'être formés sur cette question? Mais ça fait partie du protocole journalistique. L'information, elle se vérifie. Je pense que c'est à chacun. Je vous disais tout à l'heure que le reportage montre. C'est une affaire d'essence. Qui a dit, vous allez dire ce que vous avez vu ou entendu. Mais l'enquête, c'est une démonstration. À partir d'un préjugé, vous pouvez partir avec une idée. Mais l'enquête vous permet de remettre en question toute votre idée du départ. Vous comprenez? Donc, on est dans cette investigation. Nous allons transmettre ces outils aux confrères pour qu'ils comprennent que, par exemple, moi je vous prends un exemple. Quand je vais passer un stage avec Canal Plus à Dakar, on me dit, il faut faire un sujet. Tous les stagiaires, j'avais amené mon caméraman, M. Barreau, puisque le Gabon est parti avec M. Barreau, il y a des autres... Moi, j'ai dit, je fais un sujet sur la sénégalisation du staff technique de Lyon de la Teranga, qui avait 10 Sénégalais dans le staff technique à l'époque. J'avais fait ce sujet sur Canal Plus au niveau de cette formation.
Mais on vous dit quoi? On vous dit que le journaliste doit être collé au cadreur. C'est pas ce que nous voyons ici au Gabon. Vous allez en reportage, un caméraman te dit, moi ça fait 20 ans que je fais la caméra. Tu n'as rien à me dire. Hein? Laisse-moi faire comme... Non, c'est le journaliste qui a la conception. Il lui donne des éléments, des orientations. Parce que c'est toi qui dois relater. Le reportage, c'est une histoire que tu rencontres. Bien sûr. Donc, il est important de coller ton caméraman tout au long du tournage. Donc, il y aura cette expérience qu'on tente de faire partager aux confrères, même si d'aucun manque d'humilité, mais il faut à un moment donné qu'on ait l'humilité de reconnaître qu'on a parfois certaines faiblesses. Voilà pourquoi on a dit retour aux fondamentaux. Voilà, se former, c'est une exigence dans un contexte de plus en plus concurrentiel. La FEGAFOOT, par cette initiative, contribue à offrir justement des cours de qualité aux journalistes nationaux. On rappelle le thème, le journaliste sportif gabonais et l'exigence des qualités. Retour aux fondamentaux, c'est du 8 au 13 septembre à Lambaréné. Il y aura combien de journalistes? 30. Une trentaine de journalistes sont attendus. Merci Pablo d'être passé. C'est la fin de cette acte 8 de Gabon Sport. Nous avons reçu dans la première partie de l'émission Georges Goma Baranov et le responsable du centre de l'école de football Makai Mangom, c'est Jean-Claude Mbambi. Ils nous ont présenté leur école de football, son organisation et leurs ambitions. J'étais avec mes confrères David Magena du service des sports de Radio Gabon, Fabrice Guitry Mouniaki, journaliste freelance. Merci à vous d'être passé. Moi, c'est Frédéric Nansipagna. Ce fut un plaisir de vous présenter ce Gabon Sport avec à la technique Julien Makita sous la supervision de Ali Radjoumba. Vous pouvez suivre ce programme sur la chaîne YouTube de Radio Gabon. Sur ce, agréable semaine à toutes et à tous. Gabon Sport, c'est votre magazine hebdomadaire de l'actualité sportive. Aubameyang, and he's got there in the end. Gabon Sport, c'est tous les lundis à partir de 14h sur les ondes de Radio Gabon, la référence. Le football africain aura désormais les projecteurs braqués sur le Gabon. C'est ce que je disais. Il n'a que la vitesse comme à tout. Oui, moi je crois que c'est à ce niveau qu'il doit beaucoup travailler. Gabon Sport, c'est une émission d'information, d'analyse et de débat avec des experts du monde sportif.